Donc les larolimicoles coloniaux sont menacés par l'absence ou la disparition par le passé des sites de nidification, qui étaient essentiellement les îlots de reproduction. Et donc aujourd'hui, le programme sur lequel qu'on développe dans le cadre du Life Plus en vol, c'est de restaurer ces sites de nidification. Et pour cela, on travaille de deux façons assez différentes, mais qui rejoignent exactement le même objectif. Le premier, c'est la construction ou la restauration d'îlots de nidification. Et le deuxième, c'est la construction de radeaux qui servent de site de nidification. La différence entre un îlot et un radeau, c'est que le radeau est une structure complètement artificielle, généralement en bois, tel qu'on les fait. C'est une structure flottante, alors que naturellement, un îlot est complètement ancré dans le sol. Le choix des espaces sur lesquels seront réalisés les aménagements est une première étape. Il s'appuie sur les observations de terrain et sur la connaissance du fonctionnement du site acquise par le gestionnaire. Pour choisir un site où on va réaliser des travaux, et notamment installer des îlots de nidification, on va choisir des sites où les oiseaux s'installent déjà naturellement ou s'installer déjà historiquement naturellement. On va également choisir des sites où on peut avoir une gestion hydraulique facilitée, des sites dont on connaît le fonctionnement par exemple, et puis des sites qui vont remplir les conditions optimales en termes de gestion de niveau d'eau, gestion de la fréquentation, pour que les oiseaux puissent s'installer sans être dérangés dans les meilleures conditions. La connaissance de la fréquentation par le public est en effet très importante. Les sites de nidification doivent bénéficier d'une grande tranquillité pour limiter les causes de dérangement. Ils doivent être éloignés des chemins fréquentés et avoir une distance à la berge suffisante pour limiter la prédation. Là, tu es vraiment tout près de la... Ce que je veux dire, c'est vraiment tu es tout près du chemin. Alors que là, si tu fais quelque chose au milieu, tu as le chemin là, tu as le chemin ici, tu es quand même plus loin. Oui. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Hein, je sais pas. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Au niveau de la gestion de l'eau, sur les lagassons, tu arrives à tenir les niveaux. Il n'y a plus de soucis parce que maintenant la pompe elle fonctionne bien, donc on peut renvoyer vers ici plutôt que passer par là s'il faut, on peut s'arranger. Une fois qu'un espace apparaît favorable pour accueillir les sites de nidification pour les larolimicoles, il est indispensable de mettre en place une expertise approfondie visant à déterminer précisément l'emplacement de l'implantation et la typologie des aménagements. Quand on a choisi un lieu, un certain nombre d'expertises sont nécessaires avant de démarrer les travaux. Notamment, on va réaliser la topographie du site. La bathymétrie également est importante à connaître. On va essayer de tester la portance du sol pour que les engins puissent rentrer, c'est important. Et ensuite également, on va prendre en compte tout ce qui va être éloignement du site par rapport à des sentiers, à des digues, à des chemins, pour que l'îlot soit situé sur une zone assez éloignée de la fréquentation du public. Un diagnostic très précis détermine l'emplacement des sites de nidification. Les mesures de terrain visent à choisir le site où les risques de prédation, de dérangement et d'érosion sont les plus réduits. Les relevés bathymétriques permettent ainsi de dessiner le profil des bassins et d'identifier les zones les plus profondes pour évaluer les hauteurs d'eau durant la saison de nidification. Ils sont complétés par des relevés topographiques pour vérifier que la lame d'eau attendue peut être contenue par les berges. L'orientation des vents dominants est prise en compte pour choisir les sites les plus abrités et réduire l'impact de l'érosion. Enfin, la distance à la berge est mesurée afin de s'assurer que le site sera suffisamment éloigné des prédateurs et des sources de dérangement. D'autres paramètres doivent être aussi pris en compte. Parce qu'après, donc, une fois qu'on a choisi les bons endroits pour mettre l'îlot, il faut pouvoir faire l'îlot. Et après, la question, c'est est-ce que l'engin, comme ça va être une pelle mécanique, plutôt genre une pelle mécanique de 20 tonnes, quoi, par exemple, il ne faut pas qu'elle reste plantée dans la vase si c'est trop mou, quoi. Donc ça, c'est avoir un test de portance pour voir si on s'enfonce à l'infini ou alors si assez rapidement on touche du dur, quoi. Donc au début, c'est normal que ça s'enfonce.
En fait, la pelle mécanique va travailler en prenant sur place le sédiment, et va faire une espèce de butte avec des pentes douces pour faire un îlot qui ressemble plus au naturel. L'avantage de l'argile par rapport à du sable, si on avait eu du sable, c'est que tu montes très facilement un îlot en sable, mais dès qu'on va mettre en eau et dès qu'il va y avoir des coups de vent, le sable va s'éroder très vite. L'argile se compacte et est beaucoup plus résistant à l'érosion. Une fois le lieu d'implantation sélectionné, reste à définir l'aménagement. Un radeau sera choisi quand le contrôle des niveaux d'eau est impossible ou que le manque de portance ne permet pas l'utilisation d'engins mécaniques. Dans le cas contraire, un îlot est préféré. Reste alors à le dessiner en portant une attention particulière à sa superficie, à la présence de pentes douces pour réduire l'érosion et à sa forme et son orientation en fonction de l'exposition au vent. Alors, il y a tout un panel d'autorisations à demander avant de lancer les travaux, notamment auprès de la police de l'eau, de la DREAL, pour avoir des autorisations au niveau de la loi sur l'eau notamment. On a également des autorisations à demander aux sites classés. On peut avoir des autorisations à demander au Conservatoire du littoral quand ils sont propriétaires. Une fois que le diagnostic est établi et que toutes les démarches administratives sont terminées, les travaux d'aménagement peuvent commencer. Après la réalisation d'un ASEC permettant aux engins de travailler dans de bonnes conditions, des jalons sont posés pour indiquer l'assise de l'îlot au sol, sa hauteur et la taille de ses pentes. Sur le terrain, les entreprises qui réalisent les travaux sont soumises à cet environnement instable que constituent les marais. Alors, le contexte fait qu'il est particulier, c'est-à-dire qu'on a une portance du sol qui est très très aléatoire et qui implique une connaissance du fonctionnement du salin, mais également un matériel assez adapté. Les pelles au marais, c'est quand même plus efficace, un godet articulé et si possible un long bras pour aller un peu plus loin et pour prendre un peu plus de matière plus facilement. L'îlot prend forme au rythme des engins. Et pour finir, une bonne épaisseur de sable coquillé tapisse le sol afin d'offrir un substrat meuble et perméable aux œufs et poussins. Parfois, les canaux et ouvrages hydrauliques sont défectueux ou inexistants. Ils ne permettraient pas de remplir suffisamment l'étang autour des îlots. Les prédateurs terrestres pourraient accéder sans difficulté aux nichés. Des travaux de restauration hydraulique sont alors nécessaires. Réouverture de canaux, renforcement des berges, pose de nouvelles martelières. Alors ici tout de suite sur le salin de Grimaud, on est en train de restaurer les anciennes vannes du salin. Alors l'idée c'est vraiment de retrouver un contrôle hydraulique des bassins pour par la suite contrôler les niveaux d'eau avec la nidification des oiseaux. Alors on a fait le choix d'utiliser du bois de châtaignier pour restaurer ces vannes qui était la méthode ancienne. L'intérêt d'avoir ces vannes en place, c'est de pouvoir à nouveau retrouver les entrées et les sorties d'eau et de pouvoir faire rentrer de l'eau quand il y en a besoin pour maintenir les niveaux d'eau au bon niveau ou inversement, s'il y a un orage ou quoi que ce soit, faire baisser les niveaux d'eau. Dans certains cas, il n'existe aucune possibilité d'agir sur les hauteurs d'eau. La création d'îlots n'est pas envisageable. Aussi, pour compléter le maillage de sites de nidification sur la façade lagunaire de la Méditerranée française, des radeaux ont été installés. On n'a pas construit d'îlot ici sur l'étang d'Ourbine parce que la moyenne de profondeur est de 5 mètres. Ça peut aller jusqu'à 10 ou 11 mètres. Et donc il était difficile de faire des îlots, il aurait fallu énormément de sable et de gravier. Pour installer un radeau, il faut tenir compte d'abord du vent, parce qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a les vagues qui vont venir dessus, les ancrages vont moins souffrir s'il est bien protégé. Et des organismes qu'on retrouve dans l'eau ici, notamment ce sont des herbiers de cymodocées qu'il faut protéger, donc on ne peut pas mettre les ancres n'importe où, donc on les a mis au-delà de l'herbier. Les radeaux sont construits en atelier, puis assemblés sur place. Le principe est simple. Un plancher posé sur des flotteurs, ancré sur le fond de l'étang. Dès qu'on aura mis en place tous les longerons transversaux, on va avoir la forme générale du radeau. Après avoir fait ça, on mettra par-dessus le plancher qu'on vissera sur la structure. Et une fois que le plancher aura été mis en place,
On va faire tout ce qui est habillage extérieur de bois et au final on mettra le grillage autour qui va permettre aux poussins de ne pas tomber à l'eau avant leur envol. L'avantage aussi de cette forme de barque, c'est qu'on peut l'ancrer en un seul point et qui va se placer en fonction du vent. Et l'étrave de vent du radeau va permettre de casser la vague, donc il va se placer dans n'importe quelle position. Le diagnostic préalable aura permis de choisir un lieu d'ancrage protégé des vents dominants, suffisamment éloigné des berges pour limiter le dérangement et où les niveaux d'eau sont suffisants pour assurer la flottabilité du radeau. Les travaux de restauration de ces îlots et radeaux en fait, ont été mis en œuvre au cours de ces 10 dernières années avec en fait 2 phases essentielles de travaux. Une première phase avant le LIFE, entre 2007 et 2012, où on a pu réaliser les premiers travaux d'aménagement sur une bonne partie de la façade méditerranéenne française, où on a fait les premières expérimentations en termes de variabilité d'îlots, de taille d'îlots, de forme et autres. Et puis au cours d'une deuxième phase, pendant le LIFE plus en vol, on a encore développé d'autres techniques et on a développé le réseau et complété le réseau existant. C'était une expérience réussie parce que ces îlots en fait, ont été fortement colonisés par les oiseaux. Le suivi a permis de le montrer au cours de ces 10 dernières années, puisque c'est environ entre 85 et 90% des îlots qui ont été occupés par les larolimicoles, et c'est entre 65 et 70% des radeaux qui ont été occupés par ces oiseaux. La restauration et l'aménagement, c'est la première étape indispensable, mais par contre, la suite, c'est dans la main des gestionnaires. Donc c'est évident que les gestionnaires ont maintenant leur carte à jouer pour le maintien de ces sites de nidification et garantir en fait la conservation de ces espèces l'ensemble du littoral. On sait à peu près comment faire les îlots, on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et vraiment l'objectif pour le futur, c'est vraiment de transférer cette connaissance pour que l'ensemble des gestionnaires des espaces naturels du littoral méditerranéen français, mais également à l'échelle nationale, voire plus grande, puissent utiliser cette expérience.